Le cœur de Léo s'arrêta net devant les traces de griffes sur sa fenêtre et l'étrange collection d'objets soigneusement alignés sur le rebord. Le lynx roux affamé qu'il avait nourri la veille avait traversé le village entier pour lui délivrer un message que lui seul pourrait déchiffrer. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter d'où tu nous regardes. Commençons. Dans les contreforts sauvages des Pyrénées françaises, là où la civilisation s'efface pour laisser place à une nature indomptée, les frontières entre le monde des hommes et celui des bêtes deviennent floues, presque inexistantes. Au cœur de cette région mystérieuse, un petit village nommé Saint-Martin-du-Lys se dresse, perché sur les hauteurs comme un gardien silencieux de traditions oubliées. C'est ici, entre forêts denses et falaises escarpées, qu'une rencontre improbable allait défier toutes les lois de la nature et changer à jamais la vie d'un jeune garçon. Léo Moreau, 12 ans, les cheveux en bataille et le regard vif, n'était pas comme les autres enfants de son âge. Alors que ses camarades passaient leur journée devant des écrans, Léo préférait s'aventurer dans les bois qui entouraient la vieille maison familiale. Petit-fils d'un garde forestier respecté, il avait hérité de son grand-père une connaissance instinctive de la forêt et une curiosité insatiable pour ses habitants. Chaque jour après l'école, son rituel était immuable. Il troquait son uniforme contre des vêtements usés, remplissait son petit sac à dos de provisions et partait explorer son royaume sauvage. Ce matin-là, alors que l'automne teintait les feuilles de rouge et d'or, Léo se réveilla avec une étrange sensation. La maison était silencieuse, ses parents étant partis travailler à la ville voisine comme chaque samedi. Par la fenêtre de sa chambre, il observa le brouillard qui enveloppait la forêt, transformant les arbres en silhouettes fantomatiques. Quelque chose dans l'air, une tension presque palpable, lui disait que cette journée serait différente. Après un rapide petit déjeuner, Léo prépara son sac avec soin. Il y glissa une gourde d'eau, quelques tranches de jambon de pays que sa mère avait découpé la veille, un morceau de fromage local et 2 pommes rouges cueillies directement dans leur verger. Son grand-père lui avait toujours dit « En forêt, partage ta nourriture avec elle et elle partagera ses secrets avec toi. » Cette phrase énigmatique avait guidé ses pas depuis sa plus tendre enfance. Le sentier qui s'enfonçait dans la forêt était à peine visible, effacé par les années et connu seulement des initiés. Léo le suivait avec l'assurance de ceux qui marchent en terrain familier. Ses bottes crissaient sur le tapis de feuilles mortes, seul bruit venant troubler le silence religieux des lieux. Autour de lui, la forêt semblait retenir son souffle, comme en attente d'un événement imminent. Après 1 heure de marche, Léo atteignit une petite clairière bordée de vieux chênes centenaires. Au centre se trouvait une pierre plate, vestige d'un ancien dolmen selon son grand-père. C'était son endroit secret, son refuge loin du monde des hommes. Il s'y assit, sortit son carnet de croquis et commença à dessiner les champignons qui poussaient à l'ombre des arbres. Le craquement d'une branche le fit sursauter. Instinctivement, il resta immobile, tous ses sens en alerte. Son grand-père lui avait appris que dans la forêt, le mouvement attire l'attention, et l'attention peut parfois être dangereuse. Lentement, il tourna la tête vers la source du bruit. À la lisière de la clairière, partiellement dissimulée par un buisson, se tenait un lynx roux. Léo retint son souffle. Les lynx étaient rares dans cette région, presque légendaires. Celui-ci était jeune, probablement un adolescent dans l'échelle féline, avec un pelage roux tacheté et des yeux d'un jaune intense qui semblaient briller de leur propre lumière. Une touffe de poils noirs ornait le sommet de ses oreilles triangulaires et sa queue courte se terminait par une pointe noire. L'animal regardait Léo avec une curiosité non dissimulée, la tête légèrement penchée sur le côté. Contrairement à ce que le garçon aurait pu imaginer, le félin ne montrait aucun signe d'agressivité ou de peur. Il y avait quelque chose dans son regard, une intelligence, une conscience presque humaine,
qui défiait toute explication rationnelle. Le temps semblait suspendu dans cette confrontation silencieuse entre l'enfant et le prédateur. Puis, avec une lenteur délibérée, Léo glissa sa main dans son sac et en sortit une tranche de jambon. Son grand-père lui avait toujours dit de ne jamais nourrir les animaux sauvages, que cela pouvait perturber leur comportement naturel. Mais quelque chose dans les yeux de ce lynx, une sorte de demande muette, le poussa à ignorer cet enseignement. Il déposa la viande sur la pierre devant lui et recula légèrement. Le lynx observa le geste, immobile, puis renifla l'air, captant l'odeur alléchante du jambon. Avec une grâce féline, il s'avança dans la clairière, chaque pas calculé, ses muscles roulant sous son pelage tacheté. Léo ne bougeait pas, à peine osait-il respirer. Le lynx s'approcha de la pierre, renifla la nourriture, puis, sans quitter le garçon des yeux, saisit délicatement le morceau de jambon entre ses crocs et le mangea. « Tu dois avoir faim », murmura Léo, sa voix à peine audible. À sa grande surprise, le lynx ne s'enfuit pas au son de sa voix. Au contraire, il s'assit sur ses pattes arrière, sa queue s'enroulant autour de lui, et continua de fixer le garçon avec cette même intensité troublante. Encouragé, Léo sortit le morceau de fromage et le déposa à côté de lui. Une fois encore, le félin s'approcha, prit la nourriture et la dégusta avec ce qui ressemblait presque à de la délicatesse. Ce manège se poursuivit pendant plusieurs minutes, Léo offrant de petits morceaux de son goûter, le lynx les acceptant avec une confiance grandissante. À un moment, l'animal s'approcha suffisamment près pour que Léo puisse distinguer une irrégularité dans sa démarche, une légère boiterie affectant sa patte avant droite. « Tu es blessé », murmura-t-il, la compassion remplaçant la crainte initiale. Comme s'il comprenait les paroles du garçon, le lynx leva sa patte, révélant une entaille profonde, probablement causée par un piège de braconnier. La plaie semblait récente mais déjà infectée, des signes d'inflammation rougeâtre entourant la coupure. Le cœur de Léo se serra. Les braconniers étaient un fléau dans la région, posant des pièges illégaux qui mutilaient sans discrimination tout animal assez malchanceux pour s'y faire prendre. Son grand-père avait passé sa vie à lutter contre cette pratique cruelle. Démanteler ces dispositifs de mort était devenu pour lui une mission sacrée. « Je peux t'aider », dit doucement Léo, cherchant dans son sac le petit kit de premiers soins qu'il emportait toujours avec lui. Son grand-père lui avait appris les rudiments des soins aux animaux blessés qu'il trouvait parfois lors de leur randonnée. Le lynx observait chaque mouvement du garçon, sa méfiance naturelle luttant visiblement contre la douleur et le besoin d'assistance. Léo sortit une petite bouteille d'antiseptique et des compresses. Avec une douceur infinie, il tendit la main vers l'animal, s'attendant à tout moment à ce qu'il s'enfuit, ou pire, l'attaque. Mais le félin resta immobile, ses yeux jaunes fixés sur le visage du garçon comme s'il évaluait ses intentions. Puis, dans un geste qui défierait à jamais la compréhension de Léo, le lynx tendit sa patte blessée vers lui. Les mains tremblantes, Léo nettoya délicatement la plaie, retirant les débris et appliquant l'antiseptique. Le lynx tressaillit légèrement, mais ne retira pas sa patte. Une fois la blessure désinfectée, Léo enroula une bande de gaz autour, assez serrée pour tenir en place, mais pas au point de gêner l'animal. « Voilà », dit-il en terminant le bandage. « Ce n'est pas grand-chose, mais ça devrait t'aider. » Le lynx examina le pansement de fortune, puis regarda Léo. Dans ce regard, le garçon crut lire quelque chose qui ressemblait à de la gratitude. Puis, aussi soudainement qu'il était apparu, le félin se détourna et disparut dans l'épaisseur de la forêt, ne laissant derrière lui que l'empreinte légère de ses pattes sur le sol humide. Léo resta assis un long moment, abasourdi par ce qui venait de se passer. Avait-il rêvé? Un lynx sauvage venait-il vraiment de lui permettre de le soigner? Son grand-père lui avait raconté des histoires sur le lien spécial que certaines personnes partageaient avec la nature,
sur des rencontres inexplicables dans les profondeurs des forêts anciennes. Jusqu'à aujourd'hui, Léo avait considéré ces récits comme de simples légendes destinées à émerveiller un enfant impressionnable. Maintenant, il n'était plus si sûr. Le soleil commençait à décliner lorsqu'il se décida finalement à rentrer. Sur le chemin du retour, il ne pouvait s'empêcher de jeter des regards par-dessus son épaule, comme si le lynx le suivait discrètement. La forêt semblait différente maintenant, plus vivante, plus consciente. Les ombres entre les arbres cachaient-elles d'autres secrets? Combien de pères dieux l'observaient en silence? Cette nuit-là, Léo eut du mal à trouver le sommeil. Allongé dans son lit, les yeux grands ouverts fixant le plafond où se dessinaient les ombres des branches agitées par le vent, il revivait sans cesse sa rencontre avec le lynx. Chaque détail était gravé dans sa mémoire. L'intensité du regard jaune, la douceur du pelage roux tacheté, la confiance inexplicable que l'animal lui avait témoignée. Dans le silence de sa chambre, il pouvait presque entendre le ronronnement grave du félin, sentir sous ses doigts la texture rugueuse de sa fourrure. Ses parents étaient rentrés tard de la ville et n'avaient pas remarqué son agitation pendant le dîner. Ils étaient habitués à ses silences rêveurs, à son esprit souvent ailleurs. « Notre petit philosophe », disait tendrement sa mère en ébouriffant ses cheveux. Mais ce soir, ce n'était pas de philosophie qu'il s'agissait. C'était quelque chose de plus profond, de plus primitif. Une connexion qui transcendait les barrières entre espèces. Un lien qui semblait remonter à une époque où hommes et bêtes partageaient un langage commun. Au petit matin, Léo se réveilla en sursaut, arraché à un rêve où il courait aux côtés du lynx dans une forêt baignée de lumière dorée. Sans prendre le temps de déjeuner, il s'habilla rapidement et glissa dans son sac quelques provisions. Du jambon, du fromage, et cette fois-ci, un petit pot de miel que son père avait rapporté d'un apiculteur local. Il ignorait si les lynx appréciaient le sucré, mais l'envie d'offrir ce cadeau était irrésistible. Le dimanche matin était brumeux, une légère pluie fine tombait, enveloppant le village d'un voile grisâtre. Ses parents dormaient encore, et Léo laissa un mot sur la table de la cuisine. Parti observer les oiseaux, rentrerait pour déjeuner. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Il observerait certainement la faune, mais ce n'était pas non plus toute la vérité. Il y avait quelque chose d'instinctif dans son besoin de garder secrète sa rencontre avec le lynx, comme si la partager risquait de briser la magie de l'instant. Le sentier était glissant sous la pluie, transformant sa progression en un exercice d'équilibre. Les feuilles mortes, gorgées d'eau, formaient un tapis spongieux qui étouffait le bruit de ses pas. La forêt elle-même semblait différente sous cette lumière grise, plus mystérieuse, presque inquiétante. Des gouttes d'eau s'écrasaient sur sa capuche, créant une mélodie douce et régulière qui accompagnait sa marche. En approchant de la clairière, Léo ralentit le pas. Et si le lynx n'était pas revenu? Et si leur rencontre n'avait été qu'un hasard extraordinaire, un de ces moments fugaces que la vie offre parfois sans jamais les répéter? Il sentit son cœur se serrer à cette idée. Il avait besoin de revoir le félin, de confirmer que ce qui s'était passé était réel, que ce lien qu'il avait ressenti n'était pas le fruit de son imagination. À la lisière de la clairière, il s'arrêta, scrutant l'espace ouvert. La pierre plate était là, luisante sous la pluie, mais aucune trace du lynx. Léo s'avança lentement, tous ses sens en alerte. Il déposa son sac près de la pierre et en sortit les provisions qu'il avait apportées, les arrangeant soigneusement sur la surface rocheuse comme une offrande. Puis il s'assit et attendit. Les minutes s'écoulèrent, se transformant en une demi-heure, puis une heure complète. La pluie s'était intensifiée, traversant par endroits le feuillage des arbres pour former de petites cascades. Ses vêtements étaient trempés malgré son imperméable, et un frisson parcourait régulièrement son corps.
mais il refusait d'abandonner. « S'il te plaît, » murmura-t-il à la forêt silencieuse, « s'il te plaît, reviens. » Comme en réponse à sa prière, un mouvement attira son attention à la périphérie de son champ de vision. Tournant lentement la tête, il le vit. Le lynx se tenait à l'orée de la clairière, exactement au même endroit que la veille. Il semblait plus grand sous la pluie, son pelage plus sombre, presque rouille. Ses yeux jaunes brillaient d'un éclat particulier dans la lumière tamisée du matin pluvieux. Léo remarqua immédiatement que le bandage qu'il avait posé était toujours en place, quoique légèrement déplacé, probablement par les mouvements de l'animal. Le lynx boitait toujours, mais sa démarche semblait légèrement plus assurée lorsqu'il s'avança vers la pierre. « Bonjour », dit doucement Léo, sa voix à peine plus forte qu'un chuchotement. « Je t'ai apporté quelque chose. » Le félin s'approcha, plus confiant que la veille, et renifla les provisions. Il saisit d'abord le jambon, le mangeant avec une délicatesse surprenante pour un prédateur. Puis il goûta au fromage, et enfin, avec ce qui ressemblait presque à de la curiosité, au miel que Léo avait versé sur un morceau de pain. Pendant que le lynx se nourrissait, Léo l'observait attentivement. La blessure à sa patte semblait moins enflammée, un bon signe. Son pelage, malgré l'humidité, luisait de santé, et ses mouvements, hormis la boiterie, étaient fluides et gracieux. C'était un bel animal, probablement un jeune adulte, peut-être 2 ou 3 ans tout au plus. « Tu vis seul ?» demanda Léo, sachant pertinemment que le lynx ne pouvait pas répondre mais incapable de résister à l'envie de lui parler. Les lynx sont plutôt solitaires, n'est-ce pas? Sauf pendant la saison des amours. Le félin leva la tête, ses yeux se fixant sur le garçon avec cette même intensité troublante que la veille. Puis, dans un geste qui fit bondir le cœur de Léo, il s'approcha et s'assit à moins d'1 mètre de lui, sa queue s'enroulant autour de ses pattes. La pluie continuait de tomber autour d'eux, créant comme un rideau qui les isolait du reste du monde. Dans cette bulle de silence et d'intimité, Léo se mit à parler au lynx, lui racontant sa vie au village, ses rêves de devenir un jour garde forestier comme son grand-père, ses inquiétudes face aux braconniers qui menaçaient la faune locale. Les mots coulaient librement, sans filtre, comme s'il s'adressait à un vieil ami. Le lynx écoutait, sa tête légèrement penchée sur le côté, ses oreilles touffues orientées vers la voix du garçon. De temps à autre, il clignait lentement des yeux, un geste que Léo interprétait comme un signe d'approbation ou de compréhension. « Je devrais te donner un nom, » dit soudain Léo. « Je ne peux pas continuer à t'appeler le lynx. » Il réfléchit un moment, observant l'animal, cherchant une inspiration dans ses caractéristiques physiques ou son comportement. « Roux, » proposa-t-il finalement. « Simple, mais ça te va bien. » Le lynx cligna des yeux, comme pour accepter ce baptême improvisé. Léo sourit, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine malgré ses vêtements trempés et le froid qui s'insinuait dans ses os. Ils restèrent ainsi, en compagnie l'un de l'autre, jusqu'à ce que la pluie commence à s'atténuer. Un rayon de soleil perça les nuages, illuminant la clairière d'une lumière dorée qui faisait scintiller les gouttes d'eau sur les feuilles. Léo savait qu'il devait rentrer. Ses parents s'inquiéteraient s'il manquait le déjeuner. « Je dois y aller, » dit-il à Roux, se levant lentement pour ne pas effrayer l'animal. « Mais je reviendrai demain, je te le promets. » Le lynx se leva aussi, s'étirant comme un chat domestique après une sieste. Puis, dans un geste qui laissa Léo stupéfait, il s'approcha et frotta brièvement sa tête contre la jambe du garçon, avant de s'éloigner vers la forêt, sa silhouette tachetée, se fondant rapidement dans l'ombre des arbres. Sur le chemin du retour, Léo sentait encore la pression de cette tête contre sa jambe, la chaleur du corps du félin à travers le tissu de son pantalon. Ce contact, bref mais délibéré, semblait sceller une sorte de pacte entre eux,
une promesse mutuelle dont les termes restaient mystérieux mais dont la réalité était indéniable. Ses parents remarquèrent son air rêveur pendant le déjeuner, mais l'attribuèrent à son amour habituel pour la nature. Sa mère insista pour qu'il prenne un bain chaud après avoir passé la matinée sous la pluie, inquiète qu'il ne prenne froid. Léo obéit, savourant la chaleur de l'eau qui dégelait ses membres engourdis, mais son esprit était ailleurs, déjà dans la forêt, avec Roux. Cette nuit-là, il dormit d'un sommeil profond et sans rêve, épuisé par les émotions de la journée. Au petit matin, il fut réveillé par un bruit étrange, comme un grattement à sa fenêtre. Encore à moitié endormi, il se leva et écarta le rideau. Ce qu'il vit le figea sur place, le souffle coupé. Sur le rebord de sa fenêtre, parfaitement alignés, se trouvaient 3 petits objets, une plume bleue de jais, un galet parfaitement rond et poli, et une petite touffe de poils roux. Et sur la vitre, des traces de pattes boueuses formaient un motif qui ne pouvait avoir été laissé que par un félin. Léo resta immobile devant sa fenêtre, le cœur battant à tout rompre. Les petits objets alignés sur le rebord semblaient luire dans la lumière pâle de l'aube. Il tendit une main tremblante et toucha délicatement la touffe de poils roux, douce et soyeuse sous ses doigts. Ce n'était pas un rêve. Roux était venu jusqu'ici, jusqu'à sa maison, pour lui laisser ses cadeaux. Mais comment? Le village n'était pas directement en lisière de forêt, et la maison des Moreau se trouvait entourée d'autres habitations. Un lynx sauvage traversant ces espaces humains sans être repéré semblait impensable. Avec précaution, Léo recueillit les 3 objets et les déposa sur sa table de chevet. La plume de jais était d'un bleu éclatant, presque électrique, le genre de trésor qu'on trouve rarement intact dans la nature. Le galet, parfaitement rond et lisse, était traversé d'une veine de quartz qui formait une ligne blanche presque parfaite en son milieu. Quant aux poils, leur couleur rousse aux reflets dorés ne laissait aucun doute sur leur provenance. Léo ouvrit le tiroir de sa table de nuit et en sortit une petite boîte en bois que son grand-père lui avait offerte pour son 10e anniversaire. À l'intérieur, il conservait ses trésors les plus précieux, un cristal de roche trouvé lors d'une randonnée, une dent de lait de son enfance, la montre en argent héritée de son arrière-grand-père. Il y plaça délicatement les cadeaux de Roux, refermant le couvercle avec une sorte de révérence. La journée qui suivit fut interminable. À l'école, Léo ne pouvait se concentrer sur rien. Les équations mathématiques, les dates historiques, les règles de grammaire, tout semblait tellement insignifiant comparé au mystère qui se déroulait dans sa vie. Pendant la récréation, il resta seul, assis sur un banc, dessinant dans son carnet les contours d'un lynx aux yeux intensément jaunes. « C'est quoi un gros chat ?» demanda une voix moqueuse au-dessus de son épaule. Léo referma brusquement son carnet. Thomas Rivière, le fils du boucher, se tenait devant lui, un sourire narquois aux lèvres. À 13 ans, Thomas était le plus grand de leur classe et profitait de cet avantage physique pour intimider les autres élèves. « C'est un lynx », répondit Léo, s'efforçant de garder une voix neutre. « Un lynx? T'en as jamais vu en vrai. Arrête de raconter n'importe quoi. »« Si », murmura Léo, regrettant immédiatement ses paroles. Le sourire de Thomas s'élargit, révélant des dents étrangement pointues. « Ah ouais? Et où ça? Dans tes rêves, peut-être ?»« Laisse tomber, » dit Léo, se levant pour s'éloigner. Mais Thomas lui barra le chemin. « Mon père dit que si on voit un lynx, il faut le signaler. Ces bestioles tuent le gibier. Elles n'ont rien à faire ici. » Léo sentit une colère sourde monter en lui. « Ton père ne sait pas de quoi il parle. Les lynx font partie de l'écosystème. Ils régulent les populations de rongeurs et de petits cervidés. Sans eux, l'équilibre naturel serait rompu. » Thomas le poussa du plat de la main. « Tu te crois malin avec tes grands mots. Mon père est chasseur depuis 20 ans. Il connaît la forêt mieux que toi et ton vieux grand-père fou. » Cette fois, la colère de Léo explosa. Sans réfléchir, il poussa Thomas en retour avec une force qu'il ne se connaissait pas. Le garçon plus grand trébucha
et tomba en arrière, atterrissant lourdement sur le sol de la cour. Un silence de mort s'abattit sur la récréation, tous les élèves se tournant vers la scène improbable du frêle Léo, tenant tête au redoutable Thomas. Avant que la situation ne dégénère davantage, la cloche de l'école retentit, signalant la fin de la pause. Thomas se releva, époussetant son pantalon avec une lenteur délibérée. « Tu me le paieras, Moreau », siffla-t-il entre ses dents serrées. « Toi et tes sales bêtes. » Le reste de la journée passa dans un brouillard d'anxiété. Léo savait qu'il venait de se faire un ennemi, et pas des moindres. La famille Rivière était influente dans le village, leur boucherie fournissant la viande à tous les restaurants de la région. Plus inquiétant encore, le père de Thomas était connu pour organiser des parties de chasse qui frôlaient parfois l'illégalité, traquant des espèces protégées sous prétexte de réguler les nuisibles. Sur le chemin du retour, Léo prit soin d'éviter les rues principales, empruntant des ruelles étroites pour rejoindre sa maison. Il ne craignait pas tant la vengeance immédiate de Thomas que ce que celui-ci pourrait raconter à son père. Si les Rivières apprenaient l'existence d'un lynx dans les forêts proches du village, l'animal pourrait devenir une cible. En arrivant chez lui, Léo fut soulagé de constater que ses parents n'étaient pas encore rentrés du travail. Il monta directement dans sa chambre, jeta son sac d'école sur le lit et ouvrit la petite boîte en bois. Les cadeaux de Roux étaient là, tangibles, réels. Leur vue apaisa immédiatement son anxiété. Quoi qu'il arrive, ce lien qu'il partageait avec le lynx était spécial, précieux. Il devait le protéger à tout prix. Léo sortit son carnet et continua le dessin commencé à l'école. Sous ses doigts, le lynx prenait vie, chaque trait capturant un peu de la majesté et du mystère de l'animal. Il s'attarda particulièrement sur les yeux, essayant de reproduire cette intelligence, cette profondeur qu'il y avait perçue. Ce n'était pas facile. Comment capturer sur le papier quelque chose qui dépassait la simple apparence physique? Alors qu'il travaillait, un plan commençait à se former dans son esprit. Il devait retourner voir Roux dès que possible, non seulement pour renforcer leur lien, mais aussi pour s'assurer que le félin restait à l'écart des zones fréquentées par les chasseurs. Si les Rivières organisaient une battue et tombaient sur le lynx, Léo frissonna à cette pensée. Il devait agir, et vite. Le lendemain étant mercredi, les élèves n'avaient cours que le matin. C'était parfait. Il aurait l'après-midi entier pour chercher Roux et l'avertir du danger potentiel. Restait à savoir comment communiquer avec un animal sauvage, mais Léo avait le sentiment que d'une façon ou d'une autre, Roux comprendrait. Cette nuit-là, il prépara soigneusement son sac, de la nourriture pour le lynx, sa trousse de premiers soins, au cas où la blessure à la patte nécessiterait des soins supplémentaires, et une vieille carte de la région que son grand-père utilisait lors de leur randonnée. Sur cette carte, il marqua d'une croix rouge les zones où les Rivières chassaient habituellement, d'après ce qu'il avait entendu au village. Le sommeil fut agité, peuplé de rêves où il courait à travers la forêt, poursuivi par des ombres menaçantes aux dents acérées. À plusieurs reprises, il se réveilla en sursaut, le cœur battant, pour se rendormir presque aussitôt et replonger dans le même cauchemar. Au matin, il était épuisé, mais déterminé. Les cours lui parurent interminables, chaque minute s'étirant comme une heure. Thomas était absent, ce qui était à la fois un soulagement et une source d'inquiétude. Où était-il? Que préparait-il? Dès la fin des cours, Léo fila comme une flèche, ignorant les appels de ses camarades qui l'invitaient à jouer au football sur le terrain communal. Il passa rapidement chez lui pour récupérer son sac préparé la veille et laissa un mot à ses parents, prétextant une séance d'observation des oiseaux avec le club nature de l'école, un mensonge qui lui serra le cœur, mais qui lui semblait nécessaire. La forêt l'accueillit dans son étreinte familière, l'odeur d'humus et de résine agissant comme un baume sur ses nerfs à vif. Le sentier était sec après plusieurs jours sans pluie, ce qui lui permit d'avancer rapidement. En moins d'une heure, il atteignit la clairière à la pierre plate.
À sa grande surprise, Roux l'y attendait déjà, assis majestueusement au centre de l'espace ouvert. Le lynx se leva à son approche, sa queue s'agitant d'une façon qui évoquait presque la joie d'un chien domestique retrouvant son maître. « Roux !» s'exclama Léo, soulagé et heureux de voir son ami. « Tu m'as trouvé. Tu es venu jusqu'à ma fenêtre. » Le félin s'approcha, frottant sa tête contre la jambe du garçon dans ce geste d'affection désormais familier. Léo s'accroupit pour se mettre à son niveau, remarquant avec satisfaction que le lynx ne boitait presque plus. La blessure guérissait bien. « J'ai quelque chose d'important à te dire, » commença-t-il, se sentant un peu ridicule de parler ainsi à un animal, mais poussé par l'urgence de la situation. « Il y a des gens, des chasseurs, qui pourraient te faire du mal s'ils te trouvaient. » Léo déplia la carte sur la pierre plate, indiquant du doigt les zones marquées en rouge. Roux observait attentivement, sa tête inclinée sur le côté, ses yeux jaunes fixés tantôt sur la carte, tantôt sur le visage du garçon. « Ces endroits sont dangereux, » expliqua Léo, traçant du doigt les contours des zones de chasse. « Les hommes y posent des pièges, comme celui qui t'a blessé. Et ils ont des fusils, des chiens. Tu dois rester loin d'ici, très loin. » Il pointa ensuite les zones en vert qu'il avait également marquées la veille. « Par contre, ces vallées sont protégées. Les gardes forestiers y patrouillent régulièrement. Les chasseurs n'y vont pas. Tu serais plus en sécurité là-bas. » Roux s'approcha de la carte, reniflant le papier. Son museau frôla la main de Léo, envoyant un frisson le long de son bras. Puis, dans un geste qui laissa le garçon stupéfait, le lynx posa délibérément sa patte sur l'une des zones vertes, comme s'il comprenait parfaitement ce que Léo tentait de lui communiquer. « Tu comprends ?» balbutia Léo, l'émerveillement et l'incrédulité se disputant dans son esprit. Le lynx le regarda, cligna lentement des yeux, puis reporta son attention sur la carte. Il posa à nouveau sa patte, cette fois sur un point précis à la frontière entre une zone rouge et une zone verte. Un endroit que Léo reconnut comme étant les ruines d'une ancienne bergerie, nichée dans un recoin isolé de la forêt. « La bergerie de Pierre Longue ?» demanda Léo, les sourcils froncés. « Tu vis là-bas ?» Roux émit un son doux, à mi-chemin entre le miaulement et le ronronnement, que Léo interpréta comme une confirmation. Son cœur s'accéléra. La bergerie de Pierre Longue était connue des anciens du village, mais peu de gens s'y aventuraient de nos jours. L'accès était difficile, le sentier ayant été avalé par la végétation au fil des décennies. C'était un endroit parfait pour un lynx cherchant à éviter les humains, mais dangereusement proche des territoires de chasse des rivières. « Tu dois partir de là », insista Léo, tapotant l'une des zones vertes plus éloignées. « Ce n'est pas sûr, surtout maintenant que… » Il s'interrompit, hésitant à partager ses soucis avec le félin. Mais quelque chose dans le regard attentif de Roux l'encouragea à continuer. « Il y a ce garçon à l'école, Thomas. Son père est chasseur et pas du genre à respecter les lois sur la protection des espèces. Si jamais ils apprennent qu'un lynx rôde dans les parages, ils organiseront une battue. Et je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. » Sa voix se brisa sur ces derniers mots, l'émotion le submergeant soudain. L'idée de perdre cette connexion extraordinaire, de voir Roux blessé ou pire, lui était insupportable. À sa grande surprise, le lynx s'approcha et posa sa tête contre sa poitrine, comme pour le réconforter. Léo sentit des larmes lui piquer les yeux. Il entoura doucement le cou du félin de ses bras, enfouissant son visage dans la fourrure chaude et odorante. Ils restèrent ainsi un long moment, dans cette étreinte improbable, entre un enfant et une créature sauvage. Puis Roux se dégagea doucement et s'éloigna vers la lisière de la clairière. Là, il se retourna et fixa Léo avec intensité, comme s'il l'invitait à le suivre. « Tu veux que je vienne avec toi ?» demanda Léo, déjà debout, rangeant la carte dans son sac. Le lynx émit à nouveau ce son doux et repartit d'un pas souple,
s'arrêtant de temps à autre pour s'assurer que le garçon le suivait. Ils s'enfoncèrent dans la forêt, quittant les sentiers que Léo connaissait pour emprunter des passages invisibles aux yeux humains, des tunnels naturels formés par la végétation dense, des ravins étroits que l'on ne remarquait qu'en y étant directement confronté. Léo perdrait certainement son chemin s'il tentait de revenir seul, mais étrangement cette pensée ne l'inquiétait pas. Il faisait entièrement confiance à Roux. Après ce qui lui sembla être des heures de marche, mais qui n'était probablement qu'une quarantaine de minutes, ils atteignirent une petite vallée encaissée. Au centre, partiellement caché par les arbres, se dressaient les ruines de la bergerie de Pierre Longue. Les murs de pierre grise, couverts de mousse et de lierre, se fondaient parfaitement dans le paysage. Le toit s'était effondré depuis longtemps, mais une partie de la structure restait debout, offrant un abri contre les intempéries. Roux s'arrêta à l'entrée de ce qui avait dû être la porte principale, regardant Léo comme pour l'inviter à entrer. « C'est chez toi ?» demanda doucement le garçon, impressionné par le caractère mystérieux et presque magique de l'endroit. Il franchit le seuil avec précaution, conscient que les vieilles pierres pouvaient être instables. L'intérieur était plus spacieux qu'il ne l'aurait cru, divisé en plusieurs pièces par des murs partiellement effondrés. Dans un coin, Léo repéra ce qui ressemblait à un nid, un amas de feuilles sèches, de mousse et de brindilles, formant un cercle parfait. Le lit de Roux sans doute. Mais ce qui attira vraiment son attention, c'était la collection d'objets soigneusement disposés sur une dalle de pierre plate qui avait dû servir de table ou d'étagère. S'approchant, Léo découvrit avec stupéfaction un véritable trésor. Des plumes de différentes couleurs et tailles, des coquillages, bien que la mer fût à des heures de route, des pierres aux formes et textures variées, des morceaux de verre polis par l'eau, et même quelques objets manifestement humains. Un dé à coudre en argent terni, une vieille clé rouillée, un fragment de miroir reflétant la lumière qui filtrait à travers le toit ouvert. « C'est toi qui as collecté tout ça ?» demanda Léo, émerveillé. Roux s'assit à côté de lui, l'air presque fier, sa queue s'enroulant autour de ses pattes avant. Léo comprit alors que les cadeaux qu'il avait reçus sur le rebord de sa fenêtre n'étaient pas des objets aléatoires. Ils avaient été soigneusement sélectionnés dans cette collection, probablement les pièces que le lynx considérait comme les plus précieuses. « Tu es un collectionneur », murmura Léo, touché par cette révélation. « Comme moi. » Il sortit de sa poche la petite boîte en bois où il avait placé les cadeaux de Roux et la lui montra. « J'ai gardé tes présents. Ils sont importants pour moi. » Le lynx cligna lentement des yeux, ce que Léo interprétait désormais comme un signe d'approbation ou de contentement. Soudain, un bruit lointain brisa la quiétude de l'instant. Un aboiement de chien, suivi d'un autre, puis d'un troisième. Roux se redressa immédiatement, tous ses muscles tendus, ses oreilles pivotant vers la source du bruit. « Des chiens de chasse », murmura Léo, la peur lui nouant l'estomac. « Mais c'est mercredi, il n'y a pas de chasse officielle aujourd'hui. À moins que... » L'absence de Thomas à l'école, les menaces à peine voilées de la veille. Et si les Rivières avaient décidé d'organiser une battue improvisée, une recherche spécifiquement ciblée sur le lynx dont Léo avait malencontreusement révélé l'existence. « Il faut qu'on parte », dit-il avec urgence, rangeant la boîte dans sa poche. « Maintenant. » Mais Roux ne bougeait pas, ses yeux fixés sur l'entrée de la bergerie, ses oreilles toujours orientées vers les aboiements qui se rapprochaient. Léo sentit son cœur s'accélérer. Le lynx semblait figé, non pas par la peur, mais par une sorte de détermination farouche, comme s'il se préparait à défendre son territoire. « Non, Roux », plaida Léo, tirant doucement sur la fourrure de son cou. « Tu ne peux pas les affronter. Ils sont trop nombreux. Ils ont des fusils. » Les aboiements étaient maintenant clairement audibles, accompagnés de voix humaines,
et du craquement des branches sous des pas lourds. Les chasseurs approchaient, et vite. Dans un éclair de compréhension, Léo réalisa que Roux l'avait amené ici, non pas pour lui montrer son refuge, mais pour l'avertir du danger. Le lynx savait déjà que les hommes venaient. Il avait voulu que Léo soit en sécurité, loin de la confrontation à venir. « Je ne te laisserai pas », murmura Léo, la détermination remplaçant la peur dans sa voix. « On peut encore s'échapper, je connais ces forêts aussi bien qu'eux. » Il se dirigea vers l'arrière de la bergerie, cherchant une sortie alternative. Une partie du mur s'était effondrée, créant une ouverture juste assez large pour qu'il puisse s'y faufiler. Au-delà s'étendait un ravin escarpé, difficile d'accès pour des hommes accompagnés de chiens, mais pas impossible à descendre pour un garçon agile et un lynx. « Par ici », chuchota-t-il, se tournant vers Roux. Le lynx hésita un instant, son regard alternant entre Léo et l'entrée de la bergerie. Les aboiements se rapprochaient inexorablement. Accompagnés maintenant de voix masculines qui s'interpellaient, les chasseurs coordonnaient leur approche. Dans un sursaut de décision, Roux bondit vers Léo et le précéda à travers l'ouverture du mur arrière. Ils se retrouvèrent face au ravin, moins profond que Léo ne l'avait d'abord estimé, mais suffisamment escarpé pour ralentir considérablement des poursuivants. Le lynx entama la descente avec une agilité naturelle, trouvant instantanément les meilleurs appuis sur la pente rocailleuse. Léo le suivit, moins gracieux mais tout aussi déterminé, s'accrochant aux racines et aux rochers saillants pour contrôler sa descente. « Ils sont là-dedans, j'en suis sûr », cria une voix au-dessus d'eux, une voix que Léo reconnut immédiatement comme celle du père de Thomas. « Les chiens ont perdu la trace », répondit une autre voix. « Elle s'arrête à l'entrée. » « Fouillons quand même, une bestiole comme ça vaut son pesant d'or sur le marché noir. » Léo sentit une vague de dégoût l'envahir. Ces hommes n'étaient pas simplement des chasseurs traditionnels qui suivaient les règles et respectaient la nature. C'étaient des braconniers, prêts à tuer une espèce protégée pour de l'argent. Son pied glissa sur une pierre instable, en voyant une cascade de petits cailloux dévaler la pente. « Vous avez entendu ?» lança une voix. « Il y a quelque chose là-bas, derrière ?» Le cœur de Léo manqua un battement. Il s'immobilisa, plaqué contre la paroi du ravin, espérant se fondre dans les ombres. Roux, quelques mètres plus bas, s'était également figé, son pelage roux se confondant remarquablement bien avec les tons terreux de la falaise. « C'est juste des pierres qui tombent », répondit une voix impatiente. « Concentrez-vous sur la bergerie. » Léo relâcha son souffle, qu'il avait retenu sans s'en rendre compte. Ils avaient une chance de s'échapper, mais il fallait faire vite et surtout rester silencieux. Il reprit sa descente, chaque mouvement calculé pour minimiser le bruit. Roux l'attendait en bas, étrangement patient, ses yeux jaunes luisant dans la pénombre du ravin. Une fois au fond, ils se retrouvèrent dans un lit de ruisseau à sec, bordé d'une végétation dense qui offrait une couverture idéale. Sans hésiter, Roux s'engagea dans le lit du ruisseau, trottant rapidement mais silencieusement sur le sable et les galets. Léo le suivit, courbé pour rester dissimulé sous les branches basses des arbustes qui s'étendaient au-dessus du cours d'eau. Ils progressèrent ainsi pendant près d'1 kilomètre, s'éloignant de la bergerie et des chasseurs. Le lit du ruisseau finit par rejoindre un véritable cours d'eau, un torrent de montagne aux eaux claires et froides. Roux s'arrêta au bord, regardant Léo avec ce qui semblait être de l'inquiétude. « On doit traverser ?» demanda le garçon, comprenant l'hésitation du félin. Les lynx, comme la plupart des félins, n'aimaient généralement pas l'eau, mais la traversée du torrent effacerait leurs traces, rendant impossible pour les chiens de les pister. Roux semblait avoir compris cette nécessité, car après un moment d'hésitation, il s'avança dans l'eau peu profonde des berges. Léo le suivit, grimaçant au contact de l'eau glacée qui s'infiltrait dans ses chaussures et trempait le bas de son pantalon. Le courant était plus fort qu'il ne l'avait anticipé, et au milieu du torrent,
L'eau lui arrivait presque à la taille. Il lutta pour maintenir son équilibre, ses pieds cherchant des prises sûres sur le fond rocheux et glissant. Roux avait déjà atteint l'autre rive et l'observait avec attention, comme prêt à intervenir si Léo perdait pied. Cette préoccupation d'un animal sauvage pour sa sécurité continuait d'étonner le garçon, renforçant sa conviction que Roux était bien plus qu'un simple lynx. Une fois sur l'autre berge, trempé mais sauf, Léo se permit un regard en arrière. Aucun signe des chasseurs ou de leurs chiens. Le son des aboiements s'était évanoui, soit parce qu'ils étaient maintenant trop loin pour les entendre, soit parce que les hommes avaient abandonné la poursuite. « On a réussi », murmura-t-il à Roux, un sourire de soulagement éclairant son visage, malgré le froid qui commençait à le faire frissonner dans ses vêtements mouillés. Le lynx émit un son doux, presque un ronronnement, et frotta brièvement sa tête contre la jambe de Léo avant de reprendre sa route. Ils s'enfoncèrent dans une partie de la forêt que Léo ne reconnaissait pas, plus dense et plus sauvage que les zones qu'il fréquentait habituellement. Les arbres ici étaient plus anciens, leurs troncs massifs et leurs branches entrelacées formant une canopée qui filtrait la lumière du soleil en motif dansant sur le sol forestier. Après une vingtaine de minutes de marche, ils arrivèrent dans une petite clairière dominée par un chêne majestueux dont le tronc devait bien faire 3 mètres de circonférence. Ses racines noueuses s'élevaient au-dessus du sol avant de s'y replonger, créant des alcôves naturelles, comme de petites grottes. Roux se dirigea vers l'une d'elles et s'y faufila. Intrigué, Léo le suivit, se mettant à 4 pattes pour passer sous l'arche formée par une racine particulièrement imposante. L'espace à l'intérieur était surprenamment vaste, une sorte de chambre naturelle, aux parois de terre et de racines, le sol tapissé de feuilles sèches et de mousse. La lumière filtrait à travers les interstices entre les racines, créant une atmosphère douce et presque magique. « C'est incroyable !» souffla Léo, tournant sur lui-même pour prendre la mesure de cet abri secret. Il remarqua alors que cet endroit, comme la bergerie, portait les marques d'une occupation régulière. Un autre nid de feuilles et de mousse occupait un coin, et sur une saillie naturelle formée par une racine horizontale, une nouvelle collection d'objets était disposée avec soin. Des baies séchées, des noisettes, des plumes, et même ce qui ressemblait à un petit jouet en plastique décoloré, une figurine de cheval qu'un enfant avait dû perdre lors d'une promenade en forêt. « Tu as plusieurs maisons », constata Léo, impressionné par la prévoyance du lynx. « C'est intelligent. » Roux s'était installé sur son nid, se léchant délicatement une patte avant de la passer derrière son oreille, dans un geste de toilette typiquement félin. Il semblait parfaitement à l'aise, comme si l'épisode stressant de la fuite n'avait été qu'un inconvénient mineur dans sa journée. Léo, en revanche, commençait à ressentir le contre-coup de l'adrénaline. Ses jambes tremblaient légèrement, et le froid de ses vêtements mouillés s'insinuait profondément dans ses os. Il s'assit sur le sol, sortant de son sac la carte désormais froissée et partiellement trempée. « On est ici, je pense, » dit-il, pointant une zone qui correspondait approximativement à leur position actuelle, d'après son estimation. « C'est loin du village, mais pas trop. Je peux rentrer avant la nuit si je pars maintenant. » À ces mots, Roux releva la tête, une expression que Léo interpréta comme de l'inquiétude traversant son visage félin. « Ne t'en fais pas, » le rassura le garçon. « Je sais retrouver mon chemin. Et les chasseurs sont probablement repartis maintenant. Ils ne s'attendaient pas à trouver un gamin dans la forêt. » Il ne dit pas ce qui l'inquiétait vraiment. S'il ne rentrait pas avant la nuit, ses parents alerteraient les autorités. Des recherches seraient organisées, des gens battraient à la forêt et pourraient découvrir Roux, sans compter que s'il était porté disparu peu après l'expédition de chasse des rivières, cela soulèverait des questions qui pourraient mettre en danger le lynx. « Je reviendrai, » promit-il, se levant et rajustant son sac sur son épaule. « Demain ou après-demain,
Je t'apporterai à manger. » Roux se leva aussi, s'étirant longuement avant de s'approcher de Léo. Il frotta sa tête contre les jambes du garçon, puis, dans un geste qui le surprit, se dressa sur ses pattes arrière, posant ses pattes avant sur la poitrine de Léo. Leurs visages étaient maintenant au même niveau, les yeux jaunes du lynx plongeant directement dans ceux, bruns, du garçon. Léo sentit une émotion intense le submerger, un mélange de tendresse, d'émerveillement et de quelque chose de plus profond, une connexion qui dépassait les mots ou même la compréhension rationnelle. Lentement, avec précaution, il entoura de ses bras le corps souple et chaud du félin, l'enlaçant dans une étreinte délicate. Ils restèrent ainsi un moment, dans cette communion silencieuse qui valait tous les discours du monde. Puis Roux se dégagea doucement et recula, ses yeux toujours fixés sur Léo. « Je reviens vite », murmura le garçon, la gorge serrée par l'émotion. Le retour au village fut plus compliqué que Léo ne l'avait prévu. Ses vêtements humides le ralentissaient, collant désagréablement à sa peau et provoquant des frissons qui secouaient son corps malgré la température clémente de l'après-midi. Plus préoccupant encore, il n'était pas certain de son orientation. Cette partie de la forêt lui était largement inconnue, et la carte, maintenant gondolée par l'eau, n'était plus d'une grande aide. Après avoir quitté l'abri sous le chêne, Léo avait suivi ce qu'il pensait être la direction du village, se guidant sur la position du soleil qui commençait sa descente vers l'horizon. Mais la forêt était traître, les sentiers se ressemblaient, et bientôt il dut admettre qu'il n'était plus sûr du chemin. « Réfléchis, » se dit-il à voix haute. « Qu'est-ce que grand-père t'a appris ?» Son grand-père lui avait effectivement enseigné de nombreuses techniques d'orientation en forêt. La plus fiable était de suivre un cours d'eau vers l'aval. Tôt ou tard, il mènerait à une zone habitée. Le problème était que le seul cours d'eau qu'il connaissait dans les environs était le torrent qu'il avait traversé avec Roux, et il n'était pas certain de pouvoir le retrouver. Le soleil descendait inexorablement. Les ombres s'allongeaient. L'angoisse commençait à serrer la poitrine de Léo. S'il ne rentrait pas bientôt, ses parents appelleraient la gendarmerie. Des recherches seraient lancées. Et si les rivières y participaient, armés de leurs fusils et accompagnés de leurs chiens? Il accéléra le pas, ignorant la fatigue qui alourdissait ses jambes. Il devait sortir de cette forêt, et vite. Un bruit de branches cassées le fit sursauter. Il se figea, les sens en alerte. Était-ce un animal? Ou pire, les chasseurs étaient-ils toujours à la recherche du lynx? « Il y a quelqu'un » appela-t-il, sa voix trahissant sa nervosité. Silence, puis à nouveau ce craquement, plus proche cette fois. Léo recula instinctivement, cherchant des yeux un abri, une cachette, n'importe quoi. Une silhouette émergea entre les arbres, et Léo sentit son cœur manquer un battement. Mais ce n'était ni un chasseur, ni un animal menaçant. C'était Roux. Le lynx s'était déplacé silencieusement, parallèlement à son chemin, le suivant à distance comme pour s'assurer de sa sécurité. « Roux !» s'exclama Léo, le soulagement inondant son corps. « Tu m'as fait peur. » Le félin s'approcha, ses pas silencieux sur le tapis de feuilles mortes. Il semblait préoccupé, ses oreilles constamment en mouvement, captant les sons de la forêt. « Je suis perdu », admit Léo, étrangement soulagé de pouvoir partager son inquiétude avec quelqu'un, même si ce quelqu'un était un animal sauvage. « Je ne reconnais rien par ici. » Roux l'observa un moment, puis, comme s'il avait pris une décision, il fit demi-tour et s'éloigna de quelques pas avant de s'arrêter pour regarder Léo par-dessus son épaule. Le message était clair. « Suis-moi ». Sans hésiter, Léo emboîta le pas au lynx. Il avait appris à faire confiance à cet animal extraordinaire, et son instinct lui disait que Roux savait exactement où il allait. Ils progressèrent ainsi pendant près d'une heure, le lynx guidant le garçon à travers la forêt avec une assurance qui ne laissait place à aucun doute. Parfois, Roux s'arrêtait,
humant l'air ou écoutant attentivement avant de changer légèrement de direction. À un moment, il fit même faire à Léo un large détour, que le garçon comprit être une manœuvre pour éviter une rencontre potentiellement dangereuse, peut-être les chasseurs ou un autre prédateur. Progressivement, la forêt commença à s'éclaircir, les arbres s'espaçant, laissant entrevoir des parcelles de ciel plus larges. Léo reconnut enfin où il se trouvait. Ils approchaient de la lisière de la forêt, à moins d'1 kilomètre du village. Roux s'arrêta à la frontière, entre l'ombre profonde des bois et la lumière déclinante de la fin d'après-midi. « Tu m'as ramené, » dit Léo, sa voix chargée de gratitude. « Comment as-tu su ?» Le lynx se contenta de le regarder, ses yeux jaunes reflétant les derniers rayons du soleil. Puis, sans prévenir, il s'approcha et déposa délicatement quelque chose au pied du garçon. Léo se pencha pour ramasser l'objet. C'était une petite pierre de quartz rose, parfaitement lisse, probablement polie par des années d'exposition aux éléments dans le lit d'un ruisseau. « Un nouveau cadeau », murmura Léo, touché par ce geste. « Merci. » Il glissa la pierre dans sa poche et s'accroupit pour être au niveau du lynx. Roux s'approcha, frottant sa tête contre la joue du garçon dans ce qui ne pouvait être interprété que comme un geste d'affection. « Je reviendrai, » promit Léo. « Demain, si je peux. »« Je t'apporterai de la bonne nourriture. » Le lynx recula, ses yeux toujours fixés sur Léo. Puis, dans un mouvement fluide, il fit demi-tour et disparut dans l'ombre de la forêt, aussi silencieusement qu'il était apparu. Le soleil était presque couché lorsque Léo atteignit enfin sa maison. Ses parents l'attendaient sur le perron, l'inquiétude marquant leur visage. Sa mère se précipita vers lui dès qu'elle l'aperçut. « Léo, où étais-tu ? Nous étions sur le point d'appeler la gendarmerie. »« Je suis désolé, maman, » répondit-il, se sentant soudain coupable de leur avoir causé tant de soucis. « Je me suis un peu perdu dans la forêt. » Son père s'approcha, le visage grave mais soulagé. « Tu es trempé. Que s'est-il passé ?»« J'ai dû traverser un ruisseau, » expliqua Léo, évitant délibérément de mentionner le torrent et sa fuite des chasseurs. « Et puis j'ai eu du mal à retrouver mon chemin. » Ses parents échangèrent un regard, visiblement partagé entre le soulagement de le voir sain et sauf et l'exaspération face à son imprudence. « Va te changer immédiatement, » ordonna sa mère. « Tu vas attraper froid. Le dîner est presque prêt. » Léo obéit, montant rapidement à sa chambre. Une fois seul, il sortit de sa poche la pierre de quartz rose et la plaça soigneusement dans sa boîte en bois, aux côtés des autres trésors offerts par Roux. Puis il se changea, suspendant ses vêtements mouillés sur le radiateur pour les faire sécher. Le dîner se déroula dans une atmosphère étrange. Ses parents posaient des questions sur sa journée, et Léo répondait par des demi-vérités, évitant soigneusement toute mention de Roux ou des chasseurs. Il détestait leur mentir, mais comment expliquer l'inexplicable? Comment leur faire comprendre que sa vie avait changé à jamais depuis sa rencontre avec le lynx? « Il paraît qu'il y a eu une battue aujourd'hui, » dit soudain son père, interrompant ses pensées. « Les Rivières et quelques autres. »« Officiellement, ils cherchèrent des sangliers, mais j'ai entendu des rumeurs. » Léo sentit son cœur s'accélérer. Quelle rumeur! Que Thomas Rivière aurait raconté à son père qu'un élève de sa classe avait vu un lynx dans la forêt. Absurde, bien sûr. Les lynx ont disparu de cette région depuis des décennies. Le sang de Léo se glaça dans ses veines. Thomas avait parlé. Même s'il n'avait pas nommé Léo directement, il avait mis Roux en danger. « Ce n'est pas absurde, » intervint sa mère, servant une nouvelle portion de ragoût à son mari. Marie Dufour, la garde forestière, m'a dit qu'ils avaient relevé des traces inhabituelles lors de leur dernier recensement. Elle pense qu'un lynx pourrait effectivement être revenu dans nos forêts. Dans ce cas, j'espère qu'il restera bien caché, grommela son père. Les rivières ne sont pas connues pour leur respect des espèces protégées. Léo poussa sa nourriture autour de son assiette.
l'appétit coupé par l'anxiété. Roux était en danger, un danger bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Si même les adultes en parlaient au village, ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne le trouve. « Tu ne manges pas, chérie ?» demanda sa mère, remarquant son assiette presque pleine. « Tu es malade ?»« Juste fatigué, » répondit-il. « Je peux sortir de table ? J'aimerais me coucher tôt. » Ses parents échangèrent un nouveau regard inquiet mais acquiescèrent. Léo monta directement dans sa chambre et ferma la porte. Il s'assit sur son lit, la tête entre les mains, essayant désespérément de trouver une solution. Comment protéger Roux? Comment empêcher les rivières de le trouver? Cette nuit-là, Léo dormit d'un sommeil agité, peuplé de cauchemars où des silhouettes sombres armées de fusils poursuivaient un lynx à travers une forêt labyrinthique. Il se réveilla plusieurs fois en sursaut, le cœur battant, les draps emmêlés autour de ses jambes comme s'il avait lui-même tenté de fuir dans son sommeil. À l'aube, épuisé mais résolu, il s'assit à son bureau et commença à élaborer un plan. Il devait trouver un moyen de protéger Roux, de lui garantir un sanctuaire où les chasseurs ne pourraient pas l'atteindre. Sur une feuille de papier, il nota les options qui s'offraient à lui. La première, et la plus simple en apparence, serait de signaler la présence du lynx aux autorités compétentes, la réserve naturelle régionale ou l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. En tant qu'espèce protégée, le lynx bénéficierait théoriquement d'une protection légale. Mais Léo se méfiait des procédures officielles. Les gardes pourraient décider de capturer Roux pour le relocaliser, ou pire, l'équiper d'un collier émetteur qui le priverait de sa liberté et le rendrait plus vulnérable face aux braconniers équipés de récepteurs clandestins. La deuxième option serait de convaincre Roux de s'éloigner, de migrer vers des zones plus inaccessibles dans les hauteurs des Pyrénées. Mais comment communiquer une telle idée à un animal, même aussi intelligent que le lynx? Et puis, quelque chose dans le comportement de Roux, dans son attachement à ces refuges soigneusement aménagés, suggérait qu'il était profondément ancré dans ce territoire. Le déraciner pourrait lui être aussi néfaste qu'une captivité. Restait une troisième voie, plus audacieuse. Trouver un allié, quelqu'un d'influent dans le village qui pourrait intervenir pour empêcher les rivières de poursuivre leur chasse illégale. Léo songea immédiatement à Marie Dufour, la garde forestière que sa mère avait mentionnée pendant le dîner. Si elle soupçonnait déjà la présence d'un lynx, peut-être serait-elle réceptive à des informations plus précises, sans nécessairement révéler toute l'étendue de la relation particulière qu'il entretenait avec Roux. Décidé, Léo s'habilla rapidement. C'était jeudi, il y avait école, mais pour la première fois de sa vie, il envisagea sérieusement de sécher les cours. L'éducation était importante, certes, mais la vie de Roux était en jeu. Cependant, après réflexion, il se ravisa. Son absence serait immédiatement signalée à ses parents et attirerait une attention dont il n'avait pas besoin en ce moment. Non, il irait à l'école comme d'habitude et profiterait de la pause déjeuner pour se rendre au bureau des gardes forestiers situé en bordure du village. Le petit déjeuner se déroula dans une atmosphère tendue. Ses parents, encore préoccupés par son escapade de la veille, l'observaient avec une inquiétude à peine dissimulée. « Tu te sens mieux ce matin ?» demanda sa mère, lui servant un bol de chocolat chaud. « Beaucoup mieux », mentit Léo, forçant un sourire. « J'étais juste fatigué hier. »« Tu sais que tu peux nous parler si quelque chose te tracasse » intervint son père, le regard perçant. « N'importe quoi. » Léo se demanda ce que son père soupçonnait exactement. Avait-il remarqué ses allers-retours fréquents dans la forêt? Avait-il entendu des rumeurs au village, associant son fils à l'histoire du lynx? « Je sais, papa, » répondit-il simplement. « Tout va bien, vraiment. » Le trajet jusqu'à l'école fut marqué par une rencontre qui confirma ses craintes. À mi-chemin, il croisa la camionnette des Rivières, garée devant la quincaillerie du village. Thomas et son père en descendaient, transportant ce qui ressemblait à des pièges en métal,
de grands cercles d'acier avec des dents acérées conçus pour se refermer sur la patte d'un animal. Ces pièges étaient théoriquement interdits, mais beaucoup de chasseurs les utilisaient encore en secret. Thomas aperçut Léo et lui adressa un sourire mauvais, se penchant pour murmurer quelque chose à l'oreille de son père. Ce dernier tourna la tête, observant Léo avec un intérêt nouveau qui fit frissonner le garçon. Léo accéléra le pas, le cœur battant. Il n'y avait plus de doute possible. Les Rivières savaient qu'il était lié d'une façon ou d'une autre au lynx, et ils intensifiaient leurs efforts pour le capturer. À l'école, Léo eut du mal à se concentrer sur les leçons. Ses pensées revenaient sans cesse à Roux, à ces pièges mortels que les Rivières s'apprêtaient à dissimuler dans la forêt. Le lynx était intelligent, certes, mais pourrait-il éviter tous les pièges? Et s'il était déjà blessé à son arrivée dans la région, cela signifiait qu'il avait déjà été victime d'un piège similaire auparavant. À la pause déjeuner, Léo s'éclipsa discrètement. Au lieu de se diriger vers la cantine, il prit le chemin qui menait à la lisière du village, là où se trouvait la petite maison qui servait de bureau aux gardes forestiers. Le bâtiment était modeste mais bien entretenu, avec un jardin soigné où poussaient des plantes indigènes, étiquetées à des fins éducatives. Léo frappa à la porte, son cœur battant la chamade. Une femme d'une quarantaine d'années, aux cheveux courts poivre et sel, et au visage buriné par le soleil, lui ouvrit. Elle portait l'uniforme vert des gardes forestiers, et son regard vif détailla Léo avec curiosité. « Bonjour, dit-elle. Tu n'es pas censé être à l'école à cette heure-ci ? C'est la pause déjeuner, expliqua rapidement Léo. Êtes-vous Marie Dufour ? La femme hocha la tête, son expression passant de la curiosité à l'intérêt. C'est moi, et tu es ? Léo Moreau. J'ai des informations sur le lynx. Le visage de Marie s'illumina, puis se ferma presque aussitôt, comme si elle se rappelait qu'elle devait rester professionnelle. « Entre », dit-elle simplement, s'écartant pour le laisser passer. L'intérieur du bureau était à l'image de sa propriétaire, fonctionnel, ordonné, avec un mélange harmonieux d'équipements modernes et de touches naturelles, des échantillons de bois, des plumes, des empreintes moulées dans du plâtre. Marie indiqua une chaise à Léo et s'assit face à lui, derrière un bureau encombré de dossiers. « Alors, » dit-elle, croisant les mains sous son menton, « parle-moi de ce lynx. » Léo hésita. Il avait préparé son discours en chemin, décidant de ce qu'il pouvait révéler sans mettre Roux en danger, ni passer pour un enfant à l'imagination débordante. Mais face au regard direct de Marie, il sentit son histoire soigneusement construite s'effondrer. « Je l'ai vu, » commença-t-il, « plusieurs fois. C'est un lynx roux, pas très grand, probablement jeune. Il était blessé quand je l'ai rencontré la première fois. Sa patte avant droite était prise dans un piège, mais il s'en est sorti et maintenant il va mieux. » Marie l'écoutait attentivement, sans l'interrompre, sans montrer de scepticisme, ce qui encouragea Léo à continuer. Il vit dans la forêt, près de la vieille bergerie de Pierre Longue, mais il a aussi d'autres refuges. Je pense qu'il est très intelligent, il collectionne des objets, des choses qu'il trouve dans la forêt. Et Léo s'arrêta, conscient qu'il s'aventurait sur un terrain qui pourrait sembler fantasque. Il est en danger. Les Rivières savent qu'il existe, et ils posent des pièges pour l'attraper. Je les ai vus ce matin, ils achetaient du matériel à la quincaillerie. Marie fronça les sourcils. Les pièges à mâchoire sont interdits depuis des années. Je sais, mais ils en utilisent quand même, et ils organisent des battues non autorisées. Hier, ils étaient dans la forêt avec leurs chiens. « Tu les as vus ?» demanda Marie, son expression devenant plus grave. Léo acquiesça, se gardant bien de préciser qu'il avait lui-même fui ses chasseurs en compagnie du lynx. « C'est une accusation sérieuse, Léo. Les Rivières sont influents dans la région. »« Je sais ce que j'ai vu, » insista Léo, une note de désespoir dans la voix. «
Ils veulent tuer le lynx ou le capturer pour le vendre. Ils ont dit que ça valait une fortune sur le marché noir. » Marie se leva et fit quelques pas dans la pièce, clairement troublée par ces informations. Un lynx confirmé dans notre région serait une nouvelle extraordinaire pour la biodiversité locale, dit-elle, plus pour elle-même que pour Léo. Nous avions des indices, des empreintes, des poils, mais pas d'observation directe jusqu'à présent. Elle se tourna vers Léo, une détermination nouvelle dans son regard. Pourrais-tu me montrer exactement où tu as vu ce lynx, et peut-être aussi les endroits où les rivières posent leurs pièges? Léo se mordit la lèvre, partagé entre l'envie de protéger le secret de Roux et la nécessité d'obtenir de l'aide pour le mettre à l'abri. « Je peux vous montrer les zones générales, » dit-il prudemment, « mais je ne veux pas que Roux soit capturé, même par les autorités. »« Roux » répéta Marie, un sourcil levé. Léo rougit. « C'est comme ça que je l'appelle, à cause de son pelage. » Un sourire adoucit les traits de la garde forestière. « Tu sembles t'être attaché à cet animal. »« Il est spécial, » répondit simplement Léo, ne sachant comment exprimer l'extraordinaire connexion qu'il ressentait avec le lynx sans paraître ridicule. Marie l'observa un moment, puis acquiesça lentement. « Très bien. Voilà ce que je te propose. Tu me montres ces zones sur une carte. Je vais y installer des caméras de surveillance discrètes. Si nous captons des images du lynx, nous pourrons officiellement déclarer la zone comme habitat d'une espèce protégée, ce qui rendra toute chasse illégale dans le périmètre. Et parallèlement, je vais enquêter sur les activités des rivières. » « Vous ne chercherez pas à capturer Roux ?» insista Léo. « Pas si ce n'est pas nécessaire, » promit Marie. « Si l'animal est en bonne santé et s'adapte bien à son environnement, notre politique est de laisser la nature suivre son cours. L'intervention humaine n'est justifiée qu'en cas de danger immédiat pour l'animal ou pour la population. » Cette réponse rassura partiellement Léo. Après tout, Roux semblait parfaitement adapté à son environnement, malgré sa blessure initiale qui guérissait bien. « D'accord, » dit-il finalement. « Je vais vous montrer. » Marie déploya une grande carte topographique de la région sur son bureau. Avec précision, Léo indiqua les zones où il avait rencontré Roux, ainsi que les endroits où il soupçonnait les rivières de concentrer leurs efforts de chasse. Il prit soin, cependant, de ne pas révéler l'emplacement exact du chêne centenaire qui servait de refuge principal au lynx. Pendant qu'il expliquait, Marie prenait des notes, son visage s'assombrissant à mesure qu'elle comprenait l'ampleur de la menace qui pesait sur le félin. « Ce que tu me décris ressemble à une opération de braconnage organisée, » dit-elle finalement. « Les rivières ne chassent pas simplement pour le sport ou pour protéger leur bétail. S'ils cherchent activement à capturer un lynx vivant, c'est qu'ils ont un acheteur. » Léo sentit un frisson glacé parcourir son dos. « Un acheteur ? Qui voudrait acheter un lynx ? » « Des collectionneurs privés principalement, » expliqua Marie, son dégoût évident dans sa voix. « Des gens riches qui se constituent des ménageries personnelles d'animaux exotiques et rares. Un lynx des Pyrénées, espèce supposément disparue de la région depuis des décennies, pourrait valoir une petite fortune sur ce marché. » La nausée envahit Léo à l'idée de Roux enfermé dans une cage, exposé comme une curiosité dans la propriété de quelques millionnaires sans scrupules. « On doit l'empêcher, » murmura-t-il. « On va l'empêcher, » confirma Marie avec assurance. « Mais je vais avoir besoin de preuves tangibles. Les rivières sont bien connectées politiquement. Je ne peux pas les accuser de braconnage sans éléments solides. » Elle se leva et se dirigea vers une armoire, d'où elle sortit un petit appareil qui ressemblait à un téléphone portable, mais plus robuste. « Tiens, » dit-elle, le tendant à Léo. « C'est un appareil photo numérique spécial résistant aux intempéries. Si tu retournes dans la forêt et que tu aperçois le lynx, essaie de le photographier. De même si tu trouves des pièges. Mais sois extrêmement prudent, Léo. Ne prends aucun risque et surtout, reste à distance des rivières. » Léo prit l'appareil, reconnaissant pour cette marque de confiance. « Je ferai attention, » promit-il.
Et n'oublie pas, tu es censé être à l'école. Si quelqu'un te demande, tu n'es jamais venu me voir aujourd'hui. » Léo hocha la tête, comprenant l'importance de la discrétion. Alors qu'il s'apprêtait à partir, une dernière question lui vint à l'esprit. « Madame Dufour, comment se fait-il qu'un lynx soit revenu dans notre région après tant d'années ?» Marie sourit, visiblement satisfaite de cette question. « La nature est résiliente, Léo. Quand on lui donne une chance, elle reprend ses droits. Ces dernières années, plusieurs programmes de réintroduction ont été menés dans différentes régions d'Europe. Il est possible que ce lynx soit issu de l'un de ces programmes et ait migré jusqu'ici. Ou peut-être est-il le descendant d'une population relictuelle qui aurait survécu en secret dans les zones les plus reculées. Dans tous les cas, sa présence est un signe extrêmement positif pour notre écosystème. » Cette explication raviva l'espoir dans le cœur de Léo. L'idée que Roux puisse être le pionnier d'un retour plus large de son espèce donnait un sens plus profond encore à sa mission de protection. En retournant à l'école, Léo glissa l'appareil photo dans son sac, l'esprit en ébullition. Pour la première fois depuis qu'il avait découvert la menace qui pesait sur Roux, il se sentait moins seul, moins impuissant. Marie Dufour était une alliée précieuse, une adulte qui le prenait au sérieux et partageait ses préoccupations. L'après-midi traîna en longueur, chaque minute semblant s'étirer interminablement. Léo ne cessait de vérifier l'horloge murale, impatient que la journée se termine pour pouvoir retourner dans la forêt. Il avait promis à Roux de revenir, et maintenant qu'il disposait de l'appareil photo, il avait une raison supplémentaire de le faire. À la sortie des classes, il évita soigneusement Thomas Rivière, qui le cherchait manifestement du regard dans la cour. Il prit un chemin détourné pour rentrer chez lui, passant par les jardins communautaires plutôt que par la rue principale où se trouvait la boucherie des Rivières. À la maison, il fit rapidement ses devoirs, conscient que ses parents seraient particulièrement vigilants après son escapade de la veille. Puis, prétextant une envie de prendre l'air et de dessiner, il prépara son sac, l'appareil photo de Marie, quelques provisions pour Roux, sa trousse de premiers soins et son carnet à dessin qui servirait d'alibi si nécessaire. « Ne rentre pas tard », recommanda sa mère lorsqu'il annonça sa sortie. « Et reste près du village, d'accord ?»« Promis », répondit Léo, croisant les doigts dans sa poche pour conjurer le mensonge. Le soleil commençait sa descente vers l'horizon lorsqu'il atteignit la lisière de la forêt. Cette fois, au lieu de se diriger vers la clairière à la pierre plate, il prit directement le chemin qui, d'après ses estimations, le conduirait le plus rapidement vers le chêne centenaire où Roux avait son refuge principal. La forêt était calme en cette fin d'après-midi, baignée dans une lumière dorée qui filtrait à travers les feuilles et créait des motifs mouvants sur le sol. Léo progressait avec précaution, tous ses sens en alerte, à l'affût du moindre signe des rivières ou de leurs pièges. À mi-chemin, un éclat métallique attira son attention. Dissimulé sous des feuilles mortes, à quelques centimètres du sentier, se trouvait précisément ce qu'il redoutait, un piège à mâchoire, ses dents d'acier prêtes à se refermer sur la patte de tout animal assez malchanceux pour marcher dessus. Léo sortit immédiatement l'appareil photo et prit plusieurs clichés du piège, s'assurant de capturer des détails qui permettraient d'identifier son propriétaire, une petite marque gravée sur le métal qui ressemblait aux initiales RR, probablement pour Robert Rivière, le père de Thomas. Puis, avec une branche solide trouvée à proximité, il déclencha le piège à distance. Les mâchoires se refermèrent dans un claquement sinistre qui fit sursauter Léo, malgré sa préparation mentale. Utilisant la même branche comme levier, il s'efforça ensuite de déformer le mécanisme, le rendant inutilisable sans pour autant le retirer, ce qui aurait alerté les rivières de sa présence. Satisfait d'avoir neutralisé cette première menace, Léo poursuivit son chemin, plus vigilant que jamais. Au cours de l'heure qui suivit, il découvrit et documenta 3 autres pièges, tous positionnés stratégiquement sur ce qui semblait être des sentiers naturellement empruntés par les animaux. Chaque fois, il prenait soin de les photographier puis de les saboter discrètement,
pliant un ressort ici, déformant un mécanisme là, toujours de manière à ce que la modification ne soit pas immédiatement visible. Le soleil descendait rapidement, ses rayons de plus en plus obliques, créant un jeu d'ombre qui rendait la progression plus difficile. Léo commençait à s'inquiéter de ne pas avoir encore aperçu Roux. Et si le lynx avait été capturé, ou pire, blessé par l'un de ces pièges monstrueux? Comme en réponse à ses craintes, un léger bruissement dans les fourrés attira son attention. Il s'immobilisa, retenant son souffle. Un mouvement fluide entre les arbres, puis Roux émergea, sa démarche souple et silencieuse, contrastant avec les pas maladroits de Léo sur le tapis forestier. « Roux !» s'exclama-t-il, soulagé. « Tu vas bien ?» Le lynx s'approcha, frottant sa tête contre la jambe de Léo dans ce geste d'affection qui était devenu leur rituel. Puis il recula, observant le garçon avec ce qui ressemblait à de l'inquiétude. Léo réalisa alors que Roux devait sentir sa propre anxiété, peut-être même les odeurs des pièges qu'il avait manipulés. « Il pose des pièges », expliqua-t-il, sortant les provisions de son sac. « Les rivières, ils veulent te capturer. Mais j'ai trouvé de l'aide, une garde forestière, qui va nous aider à les arrêter. » Roux accepta la nourriture que Léo lui offrait, mais son comportement était différent. Plus nerveux, plus alerte. Ses oreilles pivotaient constamment, captant des sons inaudibles pour Léo, et ses yeux balayaient régulièrement les alentours. « Tu sens quelque chose ?» demanda Léo, soudain conscient que le lynx pourrait percevoir des dangers qu'il était incapable de détecter. Comme pour confirmer ses soupçons, Roux s'immobilisa soudain, son corps entier tendu comme un arc. Ses yeux fixaient un point derrière Léo, et un grondement sourd monta de sa gorge. Lentement, le cœur battant, Léo se retourna. À une vingtaine de mètres, partiellement dissimulé par un tronc d'arbre, se tenait Thomas Rivière. Son visage affichait un mélange de surprise et de triomphe, et dans ses mains, Léo reconnut avec horreur un talkie-walkie, sans doute pour communiquer avec son père ou d'autres chasseurs. « Je le savais », s'exclama Thomas, un sourire mauvais étirant ses lèvres. « J'ai dit à mon père que tu protégeais cette bête, mais il ne me croyait pas. Attends qu'il voie ça. » Il leva le talkie-walkie à ses lèvres, mais avant qu'il puisse parler, Roux émit un feulement strident qui figea le garçon sur place. Léo n'avait jamais entendu le lynx produire un tel son, agressif et menaçant. Thomas pâlit visiblement, réalisant soudain qu'il se trouvait face à un prédateur sauvage, dont le comportement était imprévisible. « Recule doucement », conseilla Léo, craignant autant pour la sécurité de Thomas que pour celle de Roux si la situation dégénérait. « Ne fais pas de mouvements brusques. » Pour une fois, Thomas sembla disposé à écouter. Il fit un pas en arrière, puis un autre, le talkie-walkie toujours serré dans sa main tremblante. Mais le répit fut de courte durée. Un craquement de branches annonça l'arrivée d'un nouveau protagoniste. Robert Rivière, le père de Thomas, émergeait entre les arbres, son fusil de chasse à la main. Son visage s'illumina d'une joie prédatrice à la vue du lynx. « Ne bouge pas, fiston, » dit-il à Thomas, levant lentement son arme. « Je tiens notre ticket pour la fortune. » Léo réagit instinctivement. Il se plaça entre le fusil et Roux, les bras écartés. « Non, vous n'avez pas le droit. C'est une espèce protégée. » Robert Rivière ricana. « Écarte-toi, gamin. Ce que je fais de cette bestiole ne regarde que moi. » Les gardes forestiers savent qu'il existe, contre-attaqua Léo, son esprit fonctionnant à toute vitesse pour trouver des arguments. Ils ont installé des caméras de surveillance dans toute la forêt. Ils vous surveillent en ce moment même. C'était un mensonge, bien sûr. Marie n'avait pas encore eu le temps de mettre en place son dispositif. Mais le doute qui traversa le visage du chasseur indiqua à Léo qu'il avait touché un point sensible. « Tu bluffes », grogna Rivière, mais son assurance semblait ébranlée. « J'ai aussi pris des photos de vos pièges illégaux », poursuivit Léo, enhardi par ce premier succès. « Avec vos initiales gravées dessus, je les ai envoyées à la garde forestière et à la gendarmerie. »
Cette fois, la panique traversa fugitivement les traits de Rivière. Il abaissa légèrement son fusil, jeta un regard nerveux autour de lui, comme s'il s'attendait à voir surgir des gardes à tout moment. Profitant de cette hésitation, Roux bondit soudain sur le côté et disparut dans les fourrés avec une vitesse stupéfiante. Rivière poussa un juron et releva son arme, mais le lynx était déjà hors de vue. « Tu me le paieras, sale morveux », siffla-t-il, tournant sa colère vers Léo. « Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'es fourré. » Thomas s'approcha de son père, lui murmurant quelque chose à l'oreille. L'expression de Rivière changea, passant de la rage à une sorte de calcul froid qui effraya Léo plus que sa colère. « Rentrons, » dit-il finalement à son fils. « On a des choses à préparer. » Ils s'éloignèrent, Rivière jetant un dernier regard menaçant à Léo avant de disparaître dans la pénombre grandissante de la forêt. Léo resta immobile un long moment, attendant d'être certain qu'ils étaient vraiment partis. Son cœur battait à tout rompre et ses jambes tremblaient sous l'effet de l'adrénaline qui refluait. Il avait réussi à protéger Roux, du moins temporairement, mais à quel prix? Les Rivières n'abandonneraient pas si facilement, et maintenant, leur colère était également dirigée contre lui. « Roux » appela-t-il doucement, espérant que le lynx n'était pas parti trop loin. Un bruissement lui répondit, et le félin émergea d'un buisson dense où il s'était caché. Il s'approcha de Léo avec précaution, comme s'il évaluait si le danger était vraiment écarté. « Ils sont partis », le rassura Léo, s'accroupissant pour se mettre au niveau du lynx. « Mais ils reviendront. On doit trouver un moyen de te protéger définitivement. » Roux le regardait, ses yeux jaunes semblant comprendre la gravité de la situation. Puis, dans un geste qui surprit Léo, il se détourna et s'éloigna de quelques pas avant de s'arrêter et de regarder par-dessus son épaule, comme pour inviter le garçon à le suivre. « Tu veux me montrer quelque chose ?» demanda Léo, intrigué. Il emboîta le pas au lynx, qui le conduisit à travers la forêt par des chemins toujours plus escarpés et difficiles d'accès. Il montait, réalisa Léo, s'éloignant de la vallée où se trouvait le village, pour s'enfoncer dans les hauteurs plus sauvages des Pyrénées. Après une ascension éprouvante qui laissa Léo essoufflé et courbaturé, ils atteignirent une zone rocheuse, où la forêt cédait la place à une végétation plus basse et clairsemée. Le soleil avait presque entièrement disparu derrière les montagnes, baignant le paysage dans une lumière crépusculaire qui rendait les contours flous et mystérieux. Roux s'arrêta devant ce qui semblait être l'entrée d'une petite grotte naturelle, dissimulée par des buissons épineux. Il regarda Léo, puis la grotte, puis à nouveau Léo, son intention claire même sans mots. Prudemment, Léo écarta les branches épineuses et se pencha pour examiner l'ouverture. Elle était étroite mais praticable, et à l'intérieur, il distingua un espace plus large. Avec précaution, il s'y glissa, Roux sur ses talons. Ce qu'il découvrit à l'intérieur lui coupa le souffle. La grotte était en réalité une sorte de crevasse naturelle dans la roche, suffisamment grande pour qu'un homme puisse s'y tenir debout. Mais ce qui stupéfia Léo, ce fut ce qu'elle contenait. Blottis contre la paroi du fond, 3 petits corps roux tachetés de noir, des bébés lynx, leurs yeux à peine ouverts, émettant de petits miaulements plaintifs à l'approche de Roux. « Des bébés » murmura Léo stupéfait. « Tu es une maman. » Tout prenait soudain sens, le comportement de Roux, son attachement au territoire, ses multiples refuges stratégiquement placés, sa détermination face au danger. Ce n'était pas simplement son instinct de survie qui la guidait, mais l'instinct maternel, bien plus puissant encore. Roux, ou plutôt Rousse, corrigea mentalement Léo, s'approcha de ses petits qui l'accueillirent avec des miaulements enthousiastes. Elle se coucha près d'eux, commençant à les lécher tendrement, mais sans jamais quitter Léo des yeux, comme si elle évaluait sa réaction. Le garçon resta immobile,
bouleversé par cette découverte et par la confiance immense que la lynx lui témoignait en lui révélant son secret le plus précieux. Il comprenait maintenant pourquoi elle avait risqué sa vie pour venir chercher de la nourriture près des habitations humaines. Pourquoi elle avait accepté son aide, malgré la méfiance naturelle que son espèce éprouvait envers les hommes. C'était pour eux, pour ces 3 petites vies fragiles qui dépendaient entièrement d'elle. « Je te promets qu'ils ne vous feront pas de mal », chuchota Léo, une détermination nouvelle durcissant sa voix d'enfant. « Je vais vous protéger, tous les 4. » La nuit était presque tombée lorsqu'il quitta la grotte, laissant la petite famille dans son refuge. L'urgence de la situation lui donnait des ailes, et il dévala la pente à une vitesse qui aurait été téméraire en plein jour. Il devait agir vite. Les rivières ne resteraient pas inactifs après la confrontation dans la forêt. Son père l'attendait sur le perron de la maison, le visage grave. « Où étais-tu » demanda-t-il sans préambule. « Ta mère s'inquiète. » Léo hésita à peine une seconde avant de prendre sa décision. Il était temps de dire la vérité, toute la vérité. « Papa, j'ai besoin de ton aide, et de celle de maman. C'est une question de vie ou de mort. » Quelque chose dans le ton de sa voix, dans l'intensité de son regard, convainquit son père de le prendre au sérieux. Il l'invita à entrer, appelant sa femme pour qu'elle les rejoigne dans le salon. Pendant l'heure qui suivit, Léo raconta tout. Sa première rencontre avec la lynx, les soins qu'il lui avait prodigués, les cadeaux mystérieux, la découverte des pièges, l'alliance avec Marie Dufour, la confrontation avec les rivières, et enfin, la révélation des bébés lynx cachés dans la grotte. Ses parents l'écoutèrent, sans l'interrompre, leurs expressions passant de l'incrédulité à la préoccupation, puis à une sorte d'émerveillement mêlé d'inquiétude. « Il faut appeler Marie », dit finalement sa mère. « Si ce que tu dis est vrai, ces lynx sont en danger immédiat, surtout avec les rivières qui savent maintenant où chercher. » Son père acquiesça, déjà debout pour prendre le téléphone. « Et toi aussi, tu es en danger, Léo. Robert Rivière n'est pas connu pour sa patience ou sa gentillesse. » Moins d'une heure plus tard, Marie Dufour était assise à leur table de cuisine, examinant les photos que Léo avait prises des pièges illégaux. Son visage s'assombrissait à mesure qu'elle faisait défiler les images sur l'écran de l'appareil. « C'est exactement ce dont j'avais besoin, » dit-elle, une satisfaction professionnelle dans la voix. « Ces preuves, combinées à votre témoignage, devraient suffire pour obtenir un mandat de perquisition chez les rivières et une interdiction immédiate de chasse dans toute la zone. »« Et pour les lynx ?» demanda Léo avec anxiété. « Rousse et ses bébés ?» Marie sourit à ce nom féminisé. Si la mère est en bonne santé et prend soin de ses petits correctement, notre politique est de ne pas intervenir. Mais nous devons sécuriser la zone immédiatement avant que les rivières ne tentent quelque chose de désespéré. Elle sortit son téléphone et passa plusieurs appels, mobilisant une équipe d'intervention d'urgence composée de gardes forestiers et de gendarmes spécialisés dans les affaires environnementales. La machine administrative s'était mise en marche, plus rapidement que Léo ne l'aurait cru possible. « J'ai une idée », intervint soudain son père. « La parcelle de forêt où se trouve cette grotte, je crois savoir de laquelle il s'agit, d'après ta description, Léo, appartient techniquement à notre famille. Mon père l'avait achetée il y a des années, pour empêcher justement des projets de développement qui auraient détruit cet écosystème. » Cette révélation surprit Léo. Son grand-père, le garde forestier, avait toujours été un défenseur passionné de la nature, mais il n'avait jamais mentionné qu'il possédait une partie de la forêt. « Si c'est le cas, » poursuivit son père, « nous pourrions officiellement déclarer cette zone comme réserve naturelle privée. Cela renforcerait encore la protection légale des lynx. » Marie hocha vigoureusement la tête. « C'est une excellente idée. Je peux vous aider avec les formalités administratives. Une fois le statut de réserve établi, toute intrusion ou activité de chasse serait considérée comme une violation de propriété privée, en plus d'être un délit environnemental. »
Le plan se mettait en place, mais Léo restait préoccupé. Et en attendant, les rivières pourraient retourner dans la forêt dès demain matin, peut-être même cette nuit. C'est pourquoi nous allons agir immédiatement, répondit Marie. L'équipe d'intervention sera là dans moins d'1 heure. Nous allons établir une surveillance autour de la zone que tu as décrite et procéder à l'arrestation des rivières s'ils tentent quoi que ce soit. L'aube pointait à peine lorsque les événements prirent une tournure inattendue. Léo, qui n'avait pas fermé l'œil de la nuit malgré les assurances de Marie, entendit une commotion devant la maison. Regardant par la fenêtre de sa chambre, il vit plusieurs véhicules officiels garés dans l'allée et au milieu d'un groupe de gendarmes, les silhouettes familières de Robert et Thomas Rivière, menottes au poignet. Il s'habilla en hâte et descendit pour découvrir Marie Dufour en grande conversation avec ses parents dans la cuisine. « Nous les avons pris en flagrant délit », expliqua-t-elle dès qu'elle aperçut Léo. Il se dirigeait vers la grotte avec tout un arsenal, fusils, pièges, même des filets et des cages de transport. Il prévoyait manifestement de capturer les lynx cette nuit même. « Il savait pour les bébés », demanda Léo, horrifié. « Il semble que Thomas t'ait suivi hier plus longtemps que tu ne le pensais », répondit Marie. Mais grâce à notre intervention, ils n'ont pas eu le temps de mettre leur plan à exécution. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Les rivières, confrontées aux preuves accablantes de leurs activités de braconnage, acceptèrent un accord avec la justice qui les obligeait à quitter la région en échange d'une peine allégée. Leur boucherie fut reprise par un cousin éloigné, un homme calme qui n'avait jamais partagé leur passion pour la chasse illégale. La parcelle de forêt appartenant à la famille Moreau fut officiellement déclarée réserve naturelle privée, un petit panneau discret à son entrée indiquant simplement « Réserve naturelle des lynx, accès restreint ». Marie organisa l'installation de caméras de surveillance à des endroits stratégiques, suffisamment éloignés de la grotte pour ne pas perturber la famille de félins, mais assez proches pour documenter leur évolution et assurer leur sécurité. 1 mois après ces événements mouvementés, par un doux matin de printemps, Léo se trouvait assis sur sa pierre plate dans la clairière, son carnet de croquis ouvert sur les genoux. Il travaillait sur un dessin représentant Rousse et ses 3 petits, s'efforçant de capturer la grâce féline de la mère et l'espièglerie maladroite des chatons qui grandissaient rapidement. Un bruissement dans les fourrés lui fit lever la tête. Rousse émergea dans la clairière, suivie de près par ses 3 petits qui gambadaient autour d'elle, leurs pattes encore disproportionnées par rapport à leur corps, leur donnant cette démarche comique propre aux jeunes félins. Léo sourit, posant son carnet pour accueillir ses amis. Depuis l'établissement de la réserve, il venait régulièrement, toujours au même endroit, toujours à la même heure. Parfois, la famille de lynx apparaissait, comme aujourd'hui. D'autres fois, il ne voyait que des traces de leur passage, une empreinte dans la boue, quelques poils accrochés à un buisson. Rousse s'approcha, la confiance dans sa démarche contrastant avec la prudence naturelle de ses petits qui observaient Léo avec une curiosité mêlée d'appréhension. Elle frotta sa tête contre la jambe du garçon, son ronronnement profond vibrant dans l'air tranquille de la forêt. « Bonjour à toi aussi », murmura Léo, se permettant de caresser brièvement le sommet de sa tête. Rousse s'éloigna ensuite, rejoignant ses petits qui exploraient la clairière avec l'enthousiasme de la jeunesse. Léo les observait, le cœur gonflé d'une émotion qu'il peinait à définir, un mélange de fierté, d'émerveillement et d'une étrange mélancolie. Car il savait que ces moments étaient précieux mais éphémères. Les petits grandiraient, deviendraient indépendants, et un jour, ils quitteraient le territoire de leur mère pour établir le leur. Rousse elle-même redeviendrait plus sauvage, son instinct maternel s'estompant au profit de sa nature solitaire de prédateur. Mais pour l'instant, dans cette clairière baignée de lumière matinale, le temps semblait suspendu. Un garçon et 4 lynx, unis par un lien qui transcendait les barrières entre espèces, partageaient un moment de paix dans un monde qui, trop souvent,
oubliait la valeur de telles connexions. Et sur la pierre plate, à côté du carnet de Léo, brillait un nouveau cadeau, une plume d'un bleu profond, presque iridescent, sans doute arrachée à un jet surpris par les griffes agiles d'un jeune lynx en apprentissage. Un nouveau trésor pour sa collection, un nouveau chapitre dans cette amitié extraordinaire qui continuerait à marquer sa vie, longtemps après que Rousse et ses petits auraient repris leur place naturelle dans le cycle sauvage de la forêt.